Mourir peut attendre, mais pas le coronavirus. Ah! Ça m'a touché! Contaminé. Plus de 70 000 salles fermées en Chine, de nombreux cinémas fermés en Italie, en France, des malades partout dans le monde, des tournages qui sont interrompus, qui sont repoussés, des sorties de films, de gros films qui sont repoussés. Bref, le coronavirus, au-delà de la réalité humaine et médicale de l'épidémie, ça a une influence directe sur le monde du cinéma. Et comme le monde du cinéma nous intéresse, c'est l'occasion de lever le voile sur une situation qui pourrait devenir très problématique, mais surtout qui met en lumière plein de mécanismes auxquels on ne pense pas toujours quand on s'intéresse au cinéma. Une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne m'appelle pas Jean-Michel Épidémie, je n'ai aucune compétence pour vous dire quoi penser de ce qui se passe actuellement, quoi penser des mesures qui sont prises par les différents gouvernements sur la planète, et ça n'est pas notre sujet. Commençons par ce qui, pour nous autres cinéphiles, a été le plus immédiatement visible dans l'arrivée du coronavirus, c'est-à-dire les sorties repoussées de films attendus, voire très attendus. Le plus emblématique pour l'instant, c'est probablement Mourir peut attendre, le prochain James Bond qui était attendu en avril et qu'on découvrira finalement qu'en novembre 2020. Mais c'est pas le seul, il y a déjà des films français, il y a déjà des films internationaux qui ont annoncé qu'ils allaient bouger. Certains ne l'ont pas encore fait tomber officiellement, mais vous allez voir dans les jours qui viennent, ces nouvelles vont se multiplier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà, on va dire, du simple choix pour ces productions, pour ces distributeurs, de ne pas prendre le risque de se retrouver face à des salles vides, si les gens n'osent pas aller au cinéma, soit face à des salles fermées administrativement, si en gros les différents gouvernements disent les endroits où les gens se rassemblent, on interdit. Alors, bien sûr, nous, ça nous enquiquine parce qu'on aurait bien voulu voir les films, mais ça pose une autre question. Déjà, ça va engendrer un surcoût pour ces films. L'exemple, actuellement, les chiffres qui circulent autour du prochain James Bond, c'est que la sortie en novembre entraînerait un surcoût de 30 millions de dollars. Pourquoi un surcoût? Parce qu'il va falloir refaire de la promotion, parce qu'il y a sans doute une partie de la promotion entamée qui aura été dépensée pour rien, et qu'il va falloir s'organiser différemment, et probablement aussi décaler d'autres sorties, d'autres événements, bref, revoir tout leur planning, et pour un film qui a des ambitions internationale, en l'occurrence mondiale, c'est très important ce que ça représente comme surcoût et donc comme possible perte à l'arrivée. C'est-à-dire que ces films vont devenir moins rentables. Mais en plus de ça, ces films vont peut-être faire face à un embouteillage. Parce que si vous avez prévu de sortir votre film en avril initialement et pas en novembre, c'est bien parce que ça vous semblait une meilleure date. Donc tout simplement, il va y avoir moins de concurrence à un moment de l'année et beaucoup plus à un autre. Est-ce que ça veut dire que d'autres films vont encore être repoussés? Bref, tout ça, ça entraîne des dépenses, ça entraîne des surcoûts qui fait que ces films vont devenir nécessairement moins rentable. Et tout ça, on va dire, dans l'hypothèse, alors après moi je ne suis absolument pas médecin, donc je dis ça vraiment au doigt mouillé, dans l'hypothèse que cette épidémie ne dure pas trop longtemps. Parce que techniquement, repousser en novembre, c'est bien, mais enfin bon, si en novembre, la moitié de la population mondiale est décimée et que la maladie fait encore rage, on sera pas bien avancé. Donc voilà, tout ça c'est une vraie incertitude qui nous montre à quel point les sorties cinéma, c'est un jeu de stratégie très très fine. Ça va bien au-delà, parce que ça crée du coup, si j'ose dire, un vrai dilemme, et il y a une vraie partie d'échecs qui se joue. Un autre exemple, un film qui arrive dans quelques semaines, c'est Bloodshot avec Vin Diesel. Il se trouve que Bloodshot, pour l'instant, à ma connaissance, qui n'a pas été repoussé au moment où on fait cette vidéo, Bloodshot, si vous voulez, tout d'un coup, la situation n'est peut-être pas si inintéressante pour eux. Je m'explique. Le tracking du box-office, c'est-à-dire les prévisions du box-office américain, n'annonçait pas un lancement tonitruant pour le film. Or, par définition, s'il a beaucoup moins de concurrence autour de lui, s'il est le film le plus visible et le plus visible et le plus marketé au moment où il sort, potentiellement, il peut peut-être avoir une plus grande part de marché. Mais là où ça se complique pour Bloodshot, c'est que Vin Diesel a une communauté de fans très active en Chine. Les derniers Fast and Furious, le dernier Triple X ont cartonné en Chine. Du coup, est-ce qu'on le sort quand même? Est-ce qu'on ne diffère que la sortie chinoise? J'imagine que toutes ces questions doivent en ce moment animer très 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 intensément les équipes qui travaillent dessus. Et c'est une vraie partie d'échec et une partie de domino. C'est-à-dire que chaque pièce qu'on va bouger peut faire quitte ou double, et chaque pièce qu'on va bouger peut déplacer quantité d'autres pions. C'est donc un moment qui est très 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 intéressant pour voir comment les studios, comment les entreprises de production de films envisagent la sortie de leurs films. Après, il y a un autre aspect, et qui nous intéresse peut-être plus spécifiquement en France, ce sont les salles elles-mêmes, parce qu'elles jouent un rôle très particulier dans l'Hexagone. Je m'explique. Bien sûr, déjà, il y a, d'un strict point de vue commerce et business, les chiffres qu'elles font rentrer, c'est-à-dire qu'une salle de cinéma, même s'il y a des temps forts dans l'année, qui peuvent être les vacances, qui peuvent être Noël, etc., c'est quand même du flux, c'est-à-dire qu'une salle, elle peut pas se permettre de faire 2-3 mois, 100 personnes, ou avec beaucoup moins de monde, et
qu'on parle ou de fermeture administrative si l'État disait « Ah non, non les gars, désolé, hein, vous allez arrêter d'aller dans les salles obscures pour vous tousser dessus les uns les autres », ou que ce soit tout simplement un phénomène d'angoisse, que les gens se disent « Ah non, moi je veux pas aller avec plein d'inconnus dans une salle, c'est trop risqué », bah pour les salles, c'est un vrai problème de manque à gagner. Et en France, ce problème est d'autant plus fort que le début de l'année n'a pas été très bon. Le mois de janvier 2020, par rapport au mois de janvier 2019, c'est moins 21% en termes de fréquentation. C'est énorme, vous imaginez un secteur commercial qui perd moins 21%, c'est un énorme manque à gagner. On n'a pas encore les chiffres officiels de février, mais avec le début du coronavirus et avec, pour le coup, les échos qu'on entend, qu'on peut voir sur les réseaux ou doigts mouillés de pas mal d'exploitants, on peut supposer que ça va pas être des chiffres faramineux. Je crois pas que les chiffres officiels soient encore tombés, mais on peut imaginer qu'on va être dans ces eaux-là également. Et donc du coup, si vous ajoutez à ces 2 premiers mois assez funestes, et bah 2, 3, voire plus encore, autres mois de vache maigre, ça peut être très problématique pour ces salles. D'autant plus problématique que nous, en France, on a la chance d'avoir un maillage sur le territoire qui est très dense, très intéressant. C'est pas pour rien qu'on dit un peu benoîtement d'habitude que la France est la patrie du cinéma. Néanmoins, toutes ces salles qui sont dans des petites villes, dans des petits coins, enfin voilà, c'est des salles qui doivent faire très attention économiquement parce qu'elles n'ont pas un énorme bassin de population, parce qu'elles n'ont pas 15 écrans, parce qu'elles n'appartiennent pas toujours à des multiplexes ou à des grandes chaînes d'exploitation. Et donc ces salles-là peuvent être particulièrement vulnérables. Donc c'est un phénomène qui peut faire beaucoup de mal à l'exploitation française. Et là où ça achève de devenir très intéressant, mais très problématique, c'est que la salle, elle joue un rôle pivot dans l'économie du cinéma français. Pourquoi ? On entend souvent dire, de manière complètement inexacte, que le cinéma français est financé par nos impôts. Alors, il y a bien un système de financement et d'argent qu'on peut qualifier de public autour du cinéma français, mais c'est pas exactement vos impôts. Il y a un truc très important qui s'appelle la TSA. La TSA, c'est une taxe qui est sur tous les tickets de cinéma que vous achetez. Et ben cette taxe qui est de 12%, si ma mémoire est bonne, elle va nourrir massivement un dispositif qui s'appelle le fonds de soutien. Par exemple, vous êtes producteur, vous avez fait un film. Ce film, bien sûr, le prix des billets va vous rapporter des sioux. Pour l'arc, bref, va vous rapporter de l'argent, et oui, c'est une blague des nuls, c'est vieux, je suis vieux, et je t'enquiquine. Les ventes de billets de cinéma vous rapportent de l'argent, et le fonds de soutien, ça va sur un compte, qui est pour vous, producteur, au CNC, et en gros, alors je simplifie à l'extrême, hein, mais c'est pour donner un peu l'idée du mécanisme, c'est pas de l'argent que vous pouvez pas dire genre, c'est bon, je veux mon fonds de soutien, donne-le-moi. Cet argent devient disponible si vous remettez un projet en route. Tout simplement, c'est un système incitatif pour encourager les gens à prendre des risques, à faire vivre le cinéma, mais c'est aussi un système qu'on pourrait qualifier de protectionnisme doux. Je m'explique. Tous les films génèrent du fonds de soutien, même les films américains. Or, les films américains, comme ils ne sont pas français, ne sont pas éligibles aux aides du CNC. Ce qui fait que quand vous allez voir Avengers, la guerre des slips en plastique, tout simplement, il y a une partie des sous que vous dépensez pour voir Avengers qui vont aller à du fonds de soutien pour aider à financer des œuvres françaises. Mais pour autant, votre ticket ne vous a pas coûté plus cher pour Avengers que pour aller voir Saint-Germain bataille dans ma salle de bain. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait en sorte que pour le consommateur, pour le spectateur, pour le cinéphile, ces 2 films ne soient pas plus chers l'un que l'autre, mais il y en a un dont une partie des, non pas des bénéfices, mais des recettes, vont aller, en partie, nourrir le CNC. Et ça, c'est un système qui est assez vertueux, assez intéressant, qui, mine de rien, me semble-t-il, en tout cas, voilà, certainement pas acheté avec l'eau du bain, parce que s'il y a bien des critiques à émettre envers le CNC, ce système-là est plutôt intéressant, sauf que si les salles sont fermées, ou si les gens ne vont plus dans les salles, techniquement, il n'y a plus de billets qui se vendent, donc le fonds de soutien se tarit. Et là où ça devient très problématique, c'est admettons qu'on n'ait pas plus de fermeture administrative que ça, admettons que les gens n'aient pas peur du coronavirus et aillent dans les salles. Néanmoins, si les blockbusters sont repoussés sine die, l'énorme problème qu'il va y avoir, c'est que comme ce sont les films qui attirent le plus en salle, mécaniquement, on va avoir beaucoup moins de fonds de soutien, et ça peut devenir aussi pas à court terme, mais ça peut en tout cas chambouler les équilibres pour le cinéma français. Or, vous pensez bien ce que vous voulez du cinéma français, si vous le trouvez nul, vous avez tort, mais il se trouve que c'est important pour un pays comme le nôtre, qui se veut un pays de culture, d'être capable de produire du cinéma, de ne pas avoir que le cinéma américain sur ses écrans. Il ne faut pas oublier qu'aussi il y a une part du cinéma étranger qu'on apprécie, qu'on est nombreux à aimer, qui est souvent cofinancé par la France. Voilà, tout ça, ça existe pas uniquement, parce qu'il y a plein de dispositifs, plein de systèmes, plein de modèles économiques différents, mais ça existe en partie via ces équilibres que le coronavirus, on va dire, met un peu à poil. Et puis, il y a une autre donnée. Si les salles commencent à tousser, il se trouve qu'il y a un nouvel acteur du marché qui n'attend que ça, qui s'appelle les grandes plateformes de streaming, que ce soit les Amazon, les Disney+, les Hulu, les Netflix, évidemment. Vous voyez, s'il y a des films qui ne trouvent plus de place, qui ne savent pas qu'en sortir, et qui ont peur de voir, on va dire, leur prix de fabrication, de distribution, leur coût exploser, ces films-là vont être très susceptibles de chercher refuge
éventuellement sur les plateformes, et puis les plateformes, si elles voient bien que les gens qui veulent aller au cinéma ne peuvent plus aller au cinéma ou ont peur d'aller au cinéma, bah, elles vont être très désireuses de leur offrir une alternative. Donc, on va dire, l'affrontement ou la concurrence que peuvent se livrer les salles et les plateformes va être, on va dire, souligné, redoublé, et il va être, à mon sens, très 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 intéressant de voir quels vont être et les comportements des spectateurs et les comportements des plateformes dans cette situation très très précise. Enfin, il y a un dernier élément qui peut sembler plus anecdotique, mais dont je crois qu'il a un impact symbolique et un impact économique phénoménal, ça va être le destin de Cannes. Encore jusqu'à l'heure où on fait cette vidéo, le festival a fait savoir qu'il n'envisageait absolument pas d'être annulé, que évidemment il surveillait de très très près la situation et allait booster ce qu'il faudrait booster en matière d'équipe médicale, de surveillance, de sécurité, etc. Mais que, en tout cas, l'annulation n'était aucunement à l'ordre du jour. Alors j'espère que c'est vrai, pourquoi pas parce que Cannes, on peut boire énormément de champagne et échanger nos MST, pas du tout, pas parce qu'il y a des smokings et des robes de soirée, pas parce que la Palme d'Or c'est génial, non, non, Cannes, il y a un élément qui est assez peu connu du grand public, voire absolument inconnu, qui est fondamental, c'est le marché du film. Le marché du film, dites-vous que ça porte bien son nom, c'est un marché. Des gens viennent avec un scénario, ils vont essayer de lever des fonds. Des gens viennent avec un film fini qui a été produit sur leur marché local, ils vont essayer de le vendre à d'autres pays, etc. etc. C'est littéralement un marché du film. Mais on va aussi y vendre, y breveter des méthodes, y vendre des matériaux, y vendre des techniques, des méthodes de projection, bref, tout ce qui a trait au cinéma. Et par conséquent, si Cannes est menacé, c'est son marché du film qui est menacé. Or, la puissance de Cannes, son rayonnement et la capacité du cinéma français à exister en dehors de France, mais aussi à être un acteur important du cinéma à l'international, c'est précisément le marché du film. En tout cas, c'est un des rouages de cette mécanique qui est très important. Et ben, techniquement, s'il ne devait pas y avoir de marché du film, déjà d'une, ça pourrait jouer absolument contre la France et contre, on va dire, nos intérêts de cinéphiles. Et en plus de ça, si vous voulez, ça va poser une vraie question d'organisation, parce que ce qui rend Cannes très puissant, dites-vous qu'il y a 40 000 professionnels accrédités. C'est pendant quelques jours, absolument tous les professionnels du cinéma mondial sont au même endroit. Ça n'arrive jamais à un autre moment dans l'année. Donc il y a une facilité pour lancer des projets, leur donner un nouveau souffle, les générer, les accompagner, qui est incomparable. Et bien, si ça n'a pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va trouver des alternatives? Est-ce que Cannes va perdre en puissance? Est-ce que donc, nous, petits cinéphiles français résistants devant les ogres américains, est-ce qu'on va perdre en capacité à générer des projets, à exister comme cinématographie influente, quoi qu'on en dise, dans le cinéma mondial? Ce sont de vraies questions. Bref, le coronavirus, on est bien incapable aujourd'hui de dire si ça va être un gros problème, une catastrophe, un cataclysme, ou si ce sont les conséquences du coronavirus, à savoir les différentes techniques pour limiter la contagion qui pourraient entraîner des catastrophes économiques, artistiques, humaines en général. Il est parfaitement impossible de le prédire, il serait très imprudent de s'avancer à un diagnostic maintenant. Néanmoins, c'est pas plus mal d'y réfléchir un peu. Je pense que c'est aussi extrêmement intéressant de voir toutes les mécaniques que ça met en lumière. Et puis enfin, si vous êtes cinéphile, c'est peut-être le moment d'aller dans les salles, plutôt 2 fois qu'une. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura intéressé. Mouchez-vous, comme on l'entend aujourd'hui dans le métro, mouchez-vous dans votre coude, soyez gentils les uns avec les autres, essuyez-vous dans les cheveux des enfants, partagez cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.